Bonsoir, nous sommes le mercredi 23 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec le sommaire de votre actualité locale. Inauguration de la station d'épuration de Saint-Cyr-l'École aujourd'hui, une station innovante en Europe qui permettra d'améliorer le traitement des eaux usées tout en réduisant les nuisances. La COP 21, qui débutera bientôt à Paris, doit permettre d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat. En cas de succès, quel changement pour les Franciliens? C'est la question posée par la région Île-de-France. Un rapport a été dévoilé ce matin par Jean-Paul Huchon. Il a été remis au président de la République. Et la réorganisation de la protection maternelle et infantile dans les Yvelines fait grincer des dents. Le département veut faire des économies. Nous recevons François Deligné, maire PS de Billancourt, qui dénonce la fermeture probable de la PMI dans sa ville. François Deligné, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais vous faire réagir sur une information publiée ce matin par nos confrères du Parisien. Donc, je rappelle cette information. Un agent de sécurité de 33 ans a été interpellé à Palaiseau dans les Essonnes et placé en garde à vue par les enquêteurs du commissariat de Trappes. Il est soupçonné de faire l'apologie du terrorisme en utilisant un photocopieur de la chambre de commerce de Guyancourt, donc votre ville, dont il surveillait les locaux la nuit. Apparemment, le secteur de Saint-Quentin, toujours dans l'article, est particulièrement surveillé par les services antiterroristes en raison du nombre important de personnes considérées comme islamistes qui y sont installées. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça, quand vous lisez cet article ? Alors évidemment, ça nous renvoie aux événements tragiques de début d'année et on sait tous, c'est une évidence que les services de sûreté de l'État sont très très attentifs à toute information. Alors là, en l'occurrence, ça provient d'une des très nombreuses entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, de Guyancourt en l'occurrence. Mais on parle de Palaiseau dans l'article, je crois, de plaisir également. Est-ce que vous êtes inquiet pour Saint-Quentin en Yvelines, de cette montée peut-être de la radicalisation? Non, je pense que la question n'est pas saint-quentinoise. La question, elle est sur l'ensemble du territoire français. On l'a vu depuis le mois de janvier. Et donc c'est d'ailleurs la difficulté, puisque c'est à cette échelle-là qu'il faut être extrêmement attentif. Et chacun dans ses responsabilités. Les maires le sont, par exemple, avec l'application de Vigipirate. Mais vous, par exemple, en tant que maire, quand vous avez des échanges avec la population, c'est quelque chose qui vous est remonté, dont vous parlez? Écoutez, franchement, je crois que tous nos concitoyens sont à la fois en réaction, comme on l'a été au moment de Charlie, puis extrêmement attentifs à la situation, ce qui est tout à fait normal. On sait que le risque, et ça a été dit au plus haut niveau de l'État, le risque est réel. Après, je crois que chacun doit agir dans ses responsabilités. Nous le faisons au niveau local, en tant que maire à notre humble niveau, avec l'application de Vigipirate. Et je sais que des services de sûreté de l'État, à partir d'une information comme celle-là, font tout un travail. À la limite, ce qui m'étonne, c'est que ça soit dans le journal avec des précisions, puisqu'il y a un travail en cours. Merci François Deligné. Vous restez avec nous. Nous vous ferons réagir à d'autres sujets dans ce journal. Et je vous le disais en titre, la COP 21 est au cœur de l'actualité. Ce matin a eu lieu la conférence de presse préalable à la séance plénière du Conseil régional. L'un des thèmes abordés était la contribution de la région Île-de-France à la COP 21. Un sondage sur ce que pensent les Franciliens du changement climatique et de la COP 21 a été dévoilé. Reportage de Fanny Bourdillon. À 2 mois de la COP 21, la région se mobilise dans la transition écologique. Mais 75% des Franciliens se disent inquiets face au dérèglement climatique. C'est le chiffre qui ressort du baromètre que la région Île-de-France a fait réaliser cet été. Les gens ne croient pas vraiment. Il va falloir qu'on leur prouve que d'une part, la conférence va déboucher sur des résultats concrets. Et ensuite que nous sommes capables d'appliquer les recommandations, parce que une chose est de donner des chiffres bruts au niveau des États, 20%, 40%, etc. Et puis une autre chose est de faire les mesures qui le permettent. François Hollande dit craindre des risques d'échec à la conférence du climat qui se tiendra en décembre à Paris. Pierre Radane, membre du comité de pilotage national de la COP 21, revient sur les points de blocage de cette conférence. Il faut qu'on fasse un accord à 195 pays. Ce problème-là, si vous voulez, c'est un adversaire à tous les pays. Et on doit tous avancer vers un nouveau mode de développement. Par-dessus les inégalités héritées de l'histoire, y compris les conflits qu'on a dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc c'est pas facile d'arriver à fédérer tout ce monde-là.
Le projet de contribution régionale à la COP21 sera présenté ce jeudi 24 septembre à l'Assemblée régionale lors de la séance plénière. Toujours ce matin, Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional de l'Île-de-France, a annoncé un plan d'urgence régionale en faveur des réfugiés. Parmi les mesures annoncées, l'Île-de-France devra accueillir près de 12 000 réfugiés sur 2 ans. L'État mobilise d'importants moyens pour accueillir les réfugiés comme l'île de loisirs de Cergy. D'autres îles de loisirs franciliennes devraient être également mobilisées. 5 millions d'euros ont été débloqués. La région crée aussi un fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés avec une enveloppe de 500 000 euros. Les précisions au micro de Fanny Bourdillon. Normalement, en Ile-de-France, on devrait voir, notamment avec Paris, probablement près de 50% des réfugiés des 24 000 qu'a annoncé le président de la République. Ça n'est pas anormal compte tenu de l'urbanisation et compte tenu de la concentration des réfugiés dans cette région. Nous allons aider tous ceux qui souhaiteront le faire. François Deligné, des réfugiés, vous allez en accueillir ici à Guyancourt ? Alors, la ville a participé à la réunion ministérielle. Vous savez que les communes étaient invitées. Nous avons répondu, nous étions présents, ce qui est normal. Alors je crois qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est que c'est bien le rôle de l'État. L'État est dans son rôle, à la fois en définissant les conditions d'accueil, mais également en s'adressant aux collectivités locales pour voir quels efforts elles peuvent faire. Nous sommes donc, comme les autres communes concernées, à avoir identifié les locaux disponibles, les lits disponibles, et à partir des éléments qu'on fait remonter à la préfecture, à ce moment-là, on peut être potentiellement concerné dans la mesure où l'État nous le demandera. Alors on a deux exemples. On a l'ancien foyer Adoma, Sonacottra devenu Adoma, qui est maintenant une résidence sociale, alors est actuellement en travaux. Mais on peut dans le temps imaginer que certains lits pourraient correspondre à une possibilité d'accueil. Et puis nous avons aussi des organismes qui font du soutien et de l'aide à l'habitat. Et je pense notamment pour les logements temporaires. Et s'il y a des disponibilités, à ce moment-là, ça fera partie du dispositif. Très bien. Sans oublier, bien sûr, les associations locales qui sont en général qui s'impliquent aussi extrêmement impliquées dans la solidarité et qui seront un point d'appui. C'est d'ailleurs la recommandation que fait l'État. Et nous parlons environnement à présent avec une inauguration. Le SMAROV, le syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles, a inauguré cet après-midi à Saint-Cyr-l'École sa nouvelle centrale d'assainissement des eaux usagées, le Carré de Réunion. Une prouesse architecturale intégrée au paysage, mais également un procédé innovant, le traitement par la filtration membranaire, un choix conforme aux nouvelles normes environnementales. William L. et Mathilde Lambert. C'est la plus grande unité de traitement membranaire d'Europe, 160 000 m² de superficie et 4 ans de travaux pour un coût de 200 millions d'euros. La nouvelle centrale de traitement des eaux usagées a été inaugurée ce mercredi après-midi à Saint-Cyr-l'École. Avec ce système-là, ça sera beaucoup plus simple. D'abord, gain de temps, de pouvoir traiter d'une façon beaucoup plus fine les eaux et de pouvoir préparer l'avenir pour traiter des choses qui ne sont pas traitées à l'heure actuelle, comme les micropolluants. Les deux restants aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui qui sont les plus difficiles à traiter sont les perturbateurs endocriniens et les micropolymères. Et je crois que pour une station comme celle-ci, la qualité des eaux rejetées permet d'être assez satisfait. Conforme avec la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, cette centrale est également un projet architectural parfaitement intégré à un environnement chargé d'histoire. Proche du château de Versailles, la station devait être la plus discrète possible. Une grosse partie de l'usine se trouve sur terre. La plupart des bâtiments sont à demi encastrés ou incrustés dans le paysage. Il y a un ensemble de réseaux extrêmement complexes qui connectent les différents bâtiments. Et la partie émergente est finalement une partie assez minime par rapport aux gros icebergs que représente cette usine. Une technicité intégrée au paysage, baptisée le Carré de Réunion, la centrale devrait assainir un volume d'environ 12 millions de mètres cubes d'eau par an. Aujourd'hui, les membranes fonctionnent déjà. Ce système, encore précurseur aujourd'hui, devrait bientôt voir le jour dans d'autres centrales françaises.
Et toujours à Saint-Cyr, mais très tôt ce matin, les parents d'élèves de l'école Romain Roland se sont réunis pour un sitting, une mobilisation pour dénoncer une rentrée synonyme de classes surchargées. L'effectif dans certaines classes atteint le nombre de 31 élèves, notamment celle de 2 classes de CE1. Pourtant, l'école dispose d'une 15e classe. L'inspection académique, ayant été informée de la situation depuis la rentrée, est toujours en pourparlers pour un éventuel recrutement. La mairie soutient les parents d'élèves. La situation risque de se compliquer en vue de l'arrivée d'un nouveau quartier dans ce secteur en janvier. Nous écoutons tout de suite Stéphanie Fage, la présidente de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, au micro d'Élodie Moine. L'école Romain Roland est une école avec beaucoup d'enfants. Donc on a 373 enfants aujourd'hui. On a eu une annonce de fermeture de classe en avril dernier. Nous avons fait une intervention donc, au niveau de Monsieur Clément, l'inspecteur d'académie, qui nous a répondu par courrier qu'il prenait en compte nos arguments qui étaient la problématique des classes surchargées si on repasse à 14 classes sur une grosse école qui est forcément, plus elle est grosse, plus elle est compliquée à gérer, plus il y a de problèmes, plus il y a d'enfants en difficulté. Nous, au niveau de la FCPE, on comprend une fermeture conditionnelle en juin, avec comptage à la rentrée, ça voulait dire à la base 15 enseignants. La problématique actuelle, c'est que le 15e enseignant n'est pas nommé. Donc on n'a pas de trace de la fermeture définitive de la classe, mais on n'a pas de signe d'ouverture non plus. Et nous avons joint le directeur académique par téléphone. Il nous a affirmé qu'il ne reviendra pas sur cette décision, mais il travaillera en amont dès que le nouveau quartier sera intégré à Saint-Cyr. Et éducation encore, un an après, comment l'étape temps d'activité périscolaire s'organise? La réforme a été mise en place l'année dernière à la rentrée 2014. L'objectif premier est de soulager les élèves et de leur proposer un rythme moins intense en remplaçant le temps de travail par des activités diverses. Nous sommes allés voir comment cela s'organisait dans 2 communes, à Trappes et à Elancourt. Mathilde Lambert et Élodie Moine. D'un côté Trappes, de l'autre Elancourt. 2 communes, 2 organisations des TAP. À l'école élémentaire Jean Massé de Trappes, les élèves de différentes classes sont regroupés et semblent satisfaits de leur nouvel emploi du temps. Le lundi, on fait expression corporelle, c'est de la danse. Le mardi, c'est sport. Le jeudi, c'est savant fou. Et le vendredi, c'est activité libre. Au programme du jeudi, atelier savant fou pour les grands. Depuis la rentrée 2015, les activités se déroulent de 15h30 à 18h30. Et on a quand même un problème chez nos enfants de déconcentration d'une façon générale. Et ces activités les obligent à se concentrer sur autre chose que ce qu'ils font à l'école. Des rythmes allégés, plus d'activités mais moins de temps pour faire les devoirs. Cette année, la ville a supprimé le temps d'études, une décision contre laquelle les parents ont protesté en juin dernier. Selon la mairie, c'est une question d'habitude. Ce changement est bénéfique pour les enfants. Il y avait 18 enfants par groupe avec plusieurs niveaux, des enfants quelquefois qui avaient du mal à se concentrer tout de suite comme ça après l'école. Le résultat était négatif pour les enseignants, pour les parents. À Trappes, les TAP se paient et le tarif est dégressif en fonction du nombre d'enfants. Les Élancourtois, eux, bénéficient de TAP gratuits. 2 jours avec des activités de 15h à 16h30 suivies de 2 heures d'études. Le reste du temps, la classe est assurée jusqu'à 16h30. Alors le lundi, ce sont notamment les primaires de l'école Villedieu qui attendent avec impatience leur cours d'escrime. On fait des entraînements, on apprend les positions. J'adore l'escrime. Ces écoliers viennent en bus au gymnase Chastagnier. Un coût à rajouter au budget des TAP et un problème pour la mairie d'Elancourt. Les difficultés sont premièrement d'ordre budgétaire. En plus de la baisse des dotations, on nous impose de nouvelles compétences que l'on doit aussi financer. 190 animateurs doivent également être rémunérés par la ville. Elancourt souhaite continuer à proposer des activités gratuites, mais d'autres communes ont déjà pris leurs dispositions. À Saint-Cyr-l'École, les tarifs des cantines, de l'accueil des enfants matin et soir ainsi que des sorties découvertes ont déjà été majorés dès la rentrée. François Deligné, est-ce qu'à Guyancourt, vous rencontrez des difficultés par rapport au TAP? Alors, en regardant le reportage, je me faisais la réflexion qu'à Guyancourt, on avait, avant la réforme, on avait déjà mis en place ce qu'on appelait les temps après-scolaires, c'est-à-dire les études aménagées, et on avait déjà des dispositifs avec du personnel, avec le suivi, la réalisation des devoirs,
puisque c'est un peu l'objectif des études, mais également des temps d'animation et également du conseil méthodologique. Ce qui fait qu'au moment de l'application de la réforme, on a pu s'appuyer sur des dispositifs préexistants et le travail à Guyancourt a surtout consisté, après une grande concertation, à établir le nombre de demi-journées avec le passage au mercredi, et on a gardé les bornes horaires, c'est-à-dire l'heure du matin et l'heure du soir, qui sont identiques à ce qu'on avait avant. Donc la transition s'est faite en douceur. Une autre des actualités de la mairie de Guyancourt, c'est la fermeture annoncée de la PMI, protection maternelle infantile de votre ville. Une annonce en juin dernier a annoncé sa fermeture. Aujourd'hui, vous vous battez pour sa sauvegarde. Je vous propose, avant de réagir, d'écouter Guylain Fournier, vice-président du conseil départemental des Yvelines, sur ce sujet. Il y a une hypothèse de fermeture, mais qui n'est pas validée. Le schéma n'est pas encore arrêté. À partir de là, il est venu me proposer la semaine dernière des propositions d'implantation optimale sur des lieux intéressants à la Verrière. Donc sur cette base, on va saisir les services et voir de quelle façon on peut ou pas maintenir un centre à Guyancourt où il y a en effet une population importante suivie. Donc il parle de la Verrière qui est aussi victime peut-être de cette fermeture. Vous avez des propositions par rapport à cette éventuelle fermeture de la PMI de Guyancourt? Alors avant de parler de locaux, parce qu'évidemment on a plus que des propositions, je vous le dirai tout à l'heure, mais avant de parler de locaux, je voudrais rappeler que c'est un service, la PMI, c'est un service de proximité qui concerne la santé, qui concerne la petite enfance, qui concerne donc tout ce qui concerne la prévention. Et quand je dis de proximité, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer, en fonction de telle ou telle réorganisation ou rationalisation, on ne peut pas imaginer que ça passe par la disparition d'un service. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au conseil départemental de donner aux élus de Guyancourt et aux habitants, puisque nous sommes leurs représentants, l'assurance, la garantie que ce PMI, ce service de PMI, pourra rester à Guyancourt. Le conseil départemental n'a pas pu me répondre et je viens d'avoir la confirmation que l'hypothèse d'une fermeture était envisagée. Il est donc important, et je ferai ce plaidoyer, c'est que c'est absolument impossible. C'est vraiment ne pas connaître la réalité de Guyancourt. C'est oublier qu'on a plus de 30 000 habitants, environ 30 000 habitants. C'est oublier que notre population est très jeune, avec une moyenne d'âge autour de 30 ans. C'est méconnaître le fait que la petite enfance à Guyancourt est très importante. Vous savez, on a 430 berceaux municipaux, crèches collectives, crèches familiales, auxquelles il faut ajouter toutes les assistantes maternelles et les élèves, les enfants qui leur sont confiés. Sans oublier également les crèches multi-entreprises. Au total, ce chiffre est parlant. 1280 enfants, de petite enfance donc, sont à Guyancourt. Et on nous dirait que demain, pour les jeunes mamans, pour les familles dont les plus fragilisées seraient évidemment encore plus concernées, on dresserait des obstacles. Ça ne serait plus à Guyancourt, ça serait ailleurs. Vous savez, il y a à peine quelques années, Guyancourt avait deux PMI. C'est aussi une question d'économie, mais pas seulement. À ce propos, je vous demande d'écouter justement une autre interview de Guylain Fournier qui parle justement de cette problématique qui est aussi de rationalisation des coûts. Regardez. Il n'y aura pas de suppression de personnel dans le cadre de la réforme de la PMI. Ça, Pierre Bélier est ferme là-dessus, on n'aura pas de suppression de personnel. Certes, on aura sans doute des économies parce qu'on a des bouts de loyer à droite à gauche et on a des fluides, bon, on a beaucoup de choses. Et sur des problématiques, quand on va recentrer sur une vingtaine de PMI, bon, forcément, on fera des économies d'échelle. Mais pas tant que ça. On va surtout gagner en temps de consultation. En temps de consultation, donc ces PMI, il y en aurait peut-être moins, mais elles seraient ouvertes plus longtemps dans la semaine, peut-être 6 demi-journées au lieu de 3 sur certaines PMI. Mais vous savez, dans les propositions que je formule, il y a encore des demi-journées disponibles à Guyancourt. Donc on ne peut pas dire on va gagner en demi-journée. Il suffit de maintenir la PMI à Guyancourt et d'augmenter le temps des permanences. Et puis si les locaux ne sont pas suffisants, moi je fais des propositions de locaux plus grands et j'indique, parce que c'est un mauvais argument, qu'à Guyancourt, justement, les locaux sont mis à disposition par la ville. Donc la question des économies sur les locaux, on peut la balayer tout de suite, c'est une mise à disposition par la ville. Quant aux familles, parce que je reviens aux familles, c'est elles qui sont concernées. Si demain une jeune maman doit prendre le bus, puis à la gare reprendre encore un bus, avoir des temps de parcours, ça va être des obstacles. Et donc c'est toute la politique de prévention qui va être mise en cause. Je voudrais simplement rappeler que quand on parle de PMI, ce n'est pas simplement les heures du personnel.
comme je l'ai entendu. C'est d'abord le service à l'habitant. Ça veut dire, par exemple, il y a le suivi prénatal. Il est excessivement important, il doit être de proximité. Il y a les consultations psychologiques aussi. Il y a les consultations psychologiques. Prenez maintenant, après l'accouchement, c'est aussi les mamans qui peuvent avoir la possibilité d'un suivi juste après l'accouchement, et notamment un suivi du jeune enfant. Il y a aussi les bilans des 3 à 6 ans. Des 3-4 ans, pardon, et puis de tous les enfants aussi de moins de 6 ans, notamment pour les vaccinations. Tout à l'heure, j'évoquais les assistantes maternelles. Les agréments, le suivi des agréments, le suivi des renouvellements d'agréments. Et puis, expliquez-moi comment on pourra avoir une politique partenariale adaptée à la ville. Par exemple, à Guyancourt, on travaille avec l'école des parents. On fait un travail très important où les PMI sont dedans. Comment on le fera si à un moment donné, on délocalise? Supprimer une PMI à Guyancourt, c'est vraiment un recul, c'est une régression. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Vous avez mis en place une pétition. Quelles sont les prochaines actions que vous allez peut-être mettre en place justement pour vous battre pour cette PMI? Alors, vous parlez de pétition. Vous avez raison de l'évoquer parce que finalement, les élus et les habitants s'expriment ensemble. Et nous le faisons à travers une pétition. Pour vous donner des chiffres très concrets, aujourd'hui, il y a plus de 1300 signatures. Il y en a eu 850 pendant le week-end. Vous allez manifester encore ou faire d'autres actions, des démonstrations peut-être plus fortes? Bien sûr, c'est le début parce qu'on a besoin de le faire. Quand j'entends les réponses du département, on oublie une chose, l'habitant, les conditions concrètes pour ces familles. Et ce sont souvent les familles les plus fragilisées qui verront des obstacles se dresser. Et c'est les familles qui ont le plus besoin. Et on ne peut pas sacrifier la santé, on ne peut pas sacrifier la petite enfance. Et puis, dernier mot aussi, puisque vous me parlez de perspective, oui, évidemment, cette pétition, c'est pour exprimer, mais s'il faut exprimer autrement, on a d'autres rendez-vous. Je vais en donner un, vous êtes le premier à qui je vais pouvoir le dire. Eh bien, annoncez cela. Alors, je vais faire l'annonce. Le samedi 3 octobre, en fin de matinée, à 11h, il y aura un rassemblement devant la PMI, au quartier du Pont-du-Routoir. Je rappelle d'ailleurs que c'est un quartier prioritaire. Le 3 octobre. Il y aura un rassemblement le 3 octobre devant la PMI, avec les élus, les habitants, mais aussi de nombreuses personnes qui nous rejoindront, des acteurs de la santé, par exemple. Pour demander le maintien, l'ouverture. Pour demander le maintien. Le message est entendu. Le message beaucoup. est passé en direct. Le message est passé, on le retiendra. Merci beaucoup François Denis d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Pas de problème. Merci d'avoir répondu à nos questions. Religion à présent, la fête religieuse musulmane de l'Aïd el-Kébir débute demain. Pour l'occasion, un abattoir mobile a été installé à Trappes, près de la colline d'Elancourt. Plus de 1400 agneaux seront abattus demain et vendredi sur le site. La viande sera ensuite découpée dans les normes sanitaires par des professionnels. Reportage de Mickaël Elmidero et Patrick Jacques de Dixmude. L'Aïd el-Kébir, l'une des plus grandes fêtes religieuses du calendrier musulman, débute demain. Pour la 3e année consécutive, un abattoir mobile a été installé au pied de la colline d'Elancourt en collaboration avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Jeudi et vendredi, 1430 agneaux seront sacrifiés sur le site. Pour les conditions sanitaires soient respectées, tout est millimétré. On est dans les règles sanitaires strictes qu'on retrouve en France. Avec un contrôle vétérinaire sur chaque carcasse. Chaque carcasse est estampillée, donc elle est passée au contrôle. Les organes internes, donc toute la partie à bas, sont contrôlés et le bon état général de la carcasse est contrôlé aussi. Tout ce qui sort d'ici est consommable en l'état. C'est le point critique. Il y a même d'ailleurs certains abats que nous n'avons pas le temps de préparer, donc qui ne sont pas donnés, qui sont jetés justement, parce que sinon ils seraient impropres à la consommation. Une fois tuée par le sacrificateur, la bête est découpée par une dizaine de bouchers. À la sortie de la chaîne, la viande sera directement distribuée aux clients qui ont réservé leur mouton sur Internet. Un procédé identique à la distribution en magasin. Vous pouvez entendre derrière, ils sont en train de nettoyer l'abattoir, il est nettoyé, désinfecté. Là, justement, on va procéder aux essais avec les vétérinaires. Là-dessus, on est vraiment dans les conditions d'hygiène irréprochables. C'est bien le but, c'est de concilier le rituel ancestral et la modernité des conditions d'hygiène. Le mouton est vendu entre 240 et 250 € en moyenne pour 20 kg de viande minimum. Le site d'Elancourt devrait accueillir entre 2000 et 3000 personnes demain et vendredi. Et comme chaque mercredi, nous allons parler environnement avec la chronique de notre journaliste Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Alors aujourd'hui, un bon plan, une astuce, une recette. De quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, totalement différent, on parle d'un ouvrage. Le titre, c'est « Les vrais faits de la nature ». Si on en parle sur ce plateau, c'est pas anodin. L'auteur est insectologue et surtout est vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur
environnement qui est situé à Guyancourt. Alors, avoir vrai, fait et nature dans le même titre, ça peut paraître surprenant, pas tellement. Écoutez l'auteur François Lasserre. Dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte que les fées avaient une similitude très forte avec les insectes. Et dans toute l'iconographie autour des fées de ces derniers siècles, vous voyez des fées avec des ailes de papillons, des ailes de libellules, etc. Et ça m'a semblé évident que les fées étaient des insectes et que c'est les insectes qui avaient inspiré notre imaginaire autour des fées. Alors, les insectes sont les animaux les plus nombreux de la planète. 3 animaux sur 4 sont des insectes et les scientifiques en découvrent chaque année. Alors, dans cet ouvrage, bien sûr, il n'y a pas les millions d'insectes. Il y en a 65, c'est les auteurs qui les ont choisis. Il y a une étymologie du nom avec une description et puis derrière, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une description de 2 pouvoirs, le naturel et l'imaginaire. Un petit exemple pour un pouvoir imaginaire, c'est celui du bourdon. Il faut savoir qu'à la sortie de l'hiver, en croiser un, ça apporte motivation et enthousiasme au travail. Il y a aussi des libellules, des papillons et des insectes que l'on peut qualifier de moins beaux, voire carrément moches. Ça dépend des goûts. Il y a la fée mordante, je vous avoue qu'on n'en est pas très fan. La lucane aussi. Alors, qu'il soit beau ou qu'il soit moche, il ne faut pas oublier, les insectes ont toujours un rôle très important pour la diversité, et c'est un des buts de cet ouvrage. Elles recyclent, elles mangent nos crottes, elles mangent nos végétaux morts, elles pollinisent nos fruits, elles nourrissent les oiseaux, puisque ces petites fées se font manger par d'autres fées ailées que sont les oiseaux. Et donc c'est pour rappeler que ces insectes sont vraiment les bonnes fées de la nature. Je trouve qu'on manque de bienveillance vis-à-vis des autres êtres vivants, des animaux non humains qui sont autour de nous. Et du coup, je cherche des idées tout le temps pour que chacun de nous s'y intéresse davantage. Et le côté imaginaire, le côté féerique de cette idée est, je l'espère, une autre clé d'entrée pour plein de gens, une clé d'entrée pour aller voir cette nature. Donc si vous voulez voir cette nature et découvrir des pouvoirs imaginaires parfois très surprenants, Les vrais faits de la nature de François Lasserre et Stéphane Hett, c'est aux éditions Plume de Carotte. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces informations. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Sephora Namani pour Kiosque, votre magazine culturel. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Sud 78.